messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur les antennes de Numérica Télévision. Les titres: processus électoral, l'opération de révision du fichier électoral débute ce mardi dans 12 provinces. À Maniema par exemple, les kits et matériels électoraux se trouvent déjà en place et attendent d'être évacués dans différents territoires. Images à suivre dans ce journal. 72 heures après la suspension des travaux, les délégués aux discussions directes vont reprendre le chemin du centre interdiocésain ce mardi. Au rassemblement, on se dit prêt à faire les concessions pour éviter la crise après le 19 décembre. Mesdames, Messieurs, c'était là les titres de ce journal. Tout d'abord, cette nouvelle: le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne a adopté ce lundi des mesures restrictives en matière de déplacement et un gel des avoirs à l'égard de 7 responsables congolais occupant des postes de responsabilité dans les chaînes de commandement des auteurs de violences avec effet immédiat, annonce l'Union européenne. Ces sanctions se traduisent par l'interdiction de pénétrer sur le territoire de l'Union européenne. Et la réaction de Kinshasa n'a pas tardé. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement sortant, affirme qu'ils vont attaquer ces sanctions auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et au cours d'une parade organisée ce lundi, le commissaire provincial de la police nationale, le général Célestin Kanyama, appelle au bon sens des Kinois pour éviter ce qui s'est passé les 19 et 20 septembre dernier à Kinshasa. Le patron de la police dans la ville de Kinshasa indique que toutes les dispositions seront prises pour empêcher tout mouvement des fauteurs de troubles. Et sauf changement de dernière minute, c'est ce mardi que les 15 délégués de la rencontre de la Cité de l'Union africaine doivent reprendre les pourparlers avec les 15 du rassemblement au centre interdiocésain dans la commune de la Gombe. Que s'est-il passé depuis la dernière rencontre de vendredi dernier et à quoi faut-il s'attendre ce mardi? Tentative de réponse avec ce rappel des faits avec Amen Dimwani. La dernière rencontre de pourparlers organisée sous la médiation de la SENCO aura été sans nul doute marquée par ces départs du MLC qui, pour son secrétaire général adjoint Fidel Babala, justifie l'attitude de son parti ainsi que de leur plateforme, non pas pour question de quota, mais plutôt par principe, refusant d'être à la traîne de qui que ce soit. Tel que je connais le MLC, avec 2 représentations au centre interdiocésain, ils ont refait du bon boulot. Le week-end a été sûrement long, mais pas de tout repos pour se préparer pour ce mardi. Au rassemblement, justement, on s'est réunis le week-end et on a tenu à préciser les choses dans une déclaration qui n'appelait pas à des questions. Des uns et des autres, la médiation devra tenir sans faillir à faire naître un consensus, fruit d'un peu de volonté et des retenues. Attendez voir, vous aurez ce que le rassemblement peut accepter. Le rassemblement peut accepter que les élections puissent avoir lieu au plus tard le 31 juillet 2017. C'est déjà beaucoup. Le rassemblement peut accepter de laisser Joseph Kabila diriger cette période de préparation de l'élection. Le problème, ce n'est pas de diriger seul le M. Kabila. Diriger avec consensus, oui. Seul, non. De 3 jours des travaux initialement prévus, il faut croire qu'à partir de ces mardis, avec la suite des travaux en commission, quelques jours de plus suffiront à réaliser l'exploit sous les fameux arbres à palabres de Zom en soutane. En attendant, le leader Maximo a promis à son tour de s'exprimer pourvu de calmer les ardeurs des uns et les craintes des autres liées au fameux 19 décembre. Après le Nord-Ubangui, la Commission électorale nationale indépendante lance l'opération de révision du fichier électoral dans les aires opérationnelles 1 et 2. L'opération concerne 12 provinces. Objectif: mettre à la disposition un fichier électoral fiable au 31 juillet 2017. Le président de la CENI a précisé que son organe tient à son calendrier et la Commission électorale nationale indépendante, avec l'appui de la MONUSCO, a disponibilisé les kits et matériels électoraux dans les chefs-lieux de ces provinces. À Maniema, par exemple, on attend que le dispatching des kits vers les 7 territoires et leurs secteurs. Hermione Vous et Albert Romba pour le reportage.
Le processus électoral fait son bonhomme de chemin malgré les tractations politiques entre acteurs. Après l'enrôlement des électeurs dans le nord Ubangui, la CENI prévoit dès le 15 décembre prochain démarrer les opérations d'enregistrement des électeurs dans 12 autres provinces du nord et de l'est de la RDC. Au Maniema, des kits électoraux sont disponibles et n'attendent que leur acheminement vers le chef-lieu des territoires et les différents bureaux électoraux. Bon, ce matériel c'est destiné pour l'enrôlement des électeurs. Il y a un lot de deux secteurs de Kabambare, il y a une partie du secteur de Babouyo et l'autre du secteur de Bébé Baombo. Nous avons commencé à recevoir du matériel pouvant servir à cette opération. Nous avons reçu les kits d'enrôlement. Nous avons déjà reçu les cartes et les kits formulaires que nous allons utiliser au niveau des centres d'inscription. Au-delà de ça, nous avons aussi reçu les kits bureautiques qui vont servir au niveau des centres d'inscription. Dans l'entretemps, la formation des agents électoraux se déroule normalement pour une bonne opération. Procéder à la formation du niveau D au chef-lieu de la province du Maniema. Cette formation a regroupé le formateur des formateurs. Donc nous avons formé les formateurs électoraux nationaux, nous avons formé les formateurs électoraux provinciaux, nous avons formé les gestionnaires informatiques, les points focaux juristes et les informaticiens. Le Maniema comprend 7 territoires avec une population estimée à plus de 3 millions d'habitants. Tout à fait autre chose, et ce sont des choses qui arrivent. L'ancien Premier ministre Antoine Gizenga, au cœur de l'actualité, le patriarche secrétaire général du Palou, se trouve sous les projecteurs, non pas pour un sujet politique, mais plutôt pour une affaire de couple avec son épouse Anne Mbumba. Le journal Africa News, paru ce lundi, a expliqué le contour, et Amen Dutmoani nous donne des explications. Suivez. Après plusieurs mois de patience et d'hésitation, je me suis résolu à vous adresser les présents courriers. C'est par ces mots que Mme Anne Gizenga Mbumba aborde cette correspondance à l'ancien Premier ministre Antoine Gizenga, son époux. Selon l'entête, il s'agit de doléances d'ordre familial et social. Dans la lettre, Mme Anne Mbumba dit ne pas comprendre la désertion du toit familial par les patriarches depuis octobre 2015. Anne Mbumba Gizenga, après plusieurs tentatives de conciliation via des membres de famille, voudrait être fixée face à tout le fait repris dans sa lettre, fait qui reste encore pour elle des véritables intrigues. Elle avoue dans sa correspondance être la cible d'une campagne de dénigrement de la part de certains membres de famille depuis que le patriarche a décidé de prendre ses distances. Il n'y a plus qu'à espérer qu'une issue honorable et discrète soit prise à ces sujets. Justice encore, la Cour pénale internationale a repris ce lundi à La Haye les audiences pour entendre les arguments des parties concernant la détermination de la peine dans l'affaire le procureur contre Jean-Pierre Bemba, Emeki Lolo, Jean-Jacques Mangenda, Fidel Babala et Narcisse Harido, accusés de subornation de témoins. Selon un communiqué de la CPI, ces audiences se dérouleront pendant 3 jours. Aucune décision relative à la peine ne sera prise au cours de ces audiences. C'est la chambre de première instance 7 qui rendra une décision fixant cette peine. Ils sont reconnus coupables d'avoir influencé de manière corrompue 14 témoins. Ils ont aussi présenté des fausses preuves et sollicité la déclaration de faux témoins lors du procès de l'ancien vice-président congolais pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et on a célébré le 10 décembre dernier la Journée internationale de droits de l'homme. En marge de cette célébration, le Centre de recherche interdisciplinaire pour la promotion et la protection des droits de l'homme en Afrique centrale de la faculté de l'Université de Kinshasa, de droit de l'Université de Kinshasa, a organisé une matinée scientifique. C'était le week-end dernier. Yannick Bouyamba, Tapilutunu et Emani Tango.
En commémorant la journée de droits de l'homme, le Centre de recherche interdisciplinaire pour la promotion et la protection des droits de l'homme en Afrique centrale a participé à sa manière à renforcer l'autorité de la Déclaration universelle des droits de l'homme et en vulgarisant le thème de cette journée de 2016, à savoir « Défendez le droit de quelqu'un aujourd'hui ». Le professeur Dieudonné Kalinde, qui a fait la restitution du message du secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon, a évoqué l'état de traité de l'Union africaine en matière de droits de l'homme. Et vous rappelez les textes que nous célébrons en ces jours. La DIVH, comme j'aime l'appeler, qui est un texte qui proclame, Madame Nadal l'a dit, les droits inaliénables de la personne humaine. Et d'aucuns estiment que c'est un idéal qu'on met à atteindre par la communauté internationale dans un effort et esprit de coopération. Sans la coopération, il est difficile d'atteindre les idéaux de droits de l'homme. La doyenne de la faculté de droit a quant à elle planché sur le droit des femmes dans le cadre du droit international de droits de l'homme en mettant en exergue le protocole à la Charte africaine de droits de l'homme et de peuples relatifs aux droits de la femme en Afrique. Les États africains ont ratifié des instruments juridiques internationaux, notamment en particulier la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui est notre instrument en Afrique. Tous les États africains, moi je parle de la République démocratique du Congo, nous avons transposé dans notre droit interne, dans la Constitution, qui a plus de 50 articles consacrés aux droits humains et dans plusieurs textes qui traitent des droits humains. En marge de cette journée, la restitution du concours africain de droits de l'homme organisé à Pretoria du 3 au 8 octobre dernier a été faite à l'intention des participants. D'une célébration à une autre, dans le cadre de la journée de l'arbre célébrée le 5 décembre, la direction de reboisement et horticulture du ministère de l'Environnement a procédé au plantage des arbres au parc animalier de l'ICCN, c'est dans la commune de Lancelé. À l'occasion, le ministre de tutelle sortant a rappelé le thème de l'année, l'arbre, un atout vital pour l'humanité. Hermione Yorvou, Eric Kalambay, reportage. L'arbre, un atout vital pour l'humanité, un thème interpellateur qui démontre à suffisance l'importance de l'arbre. L'arbre qui règle les conditions climatiques et produit des effets multiples dont l'oxygène. Le ministre sortant de l'Environnement a invité les Congolais à planter les arbres pour l'intérêt communautaire. L'environnement, donc ainsi l'arbre sur lequel il était assis, et voilà toutes les conséquences que nous avons aujourd'hui qui ont amené la direction de l'horticulture et reboisement à nous proposer ce sujet que je venais de donner, l'arbre est un atout vital pour l'humanité, une espèce de révolte contre la dégradation permanente de nos terres, de nos forêts, la déforestation aux conséquences néfastes et multiples sur la vie. Cadres et agents se sont prêtés à l'exercice de plantation des arbres au parc animalier de l'ICCN dans la commune de Lancelé. Plus de 3600 arbres, dont les eucalyptus, sont plantés sur le site. L'arbre fournit également à l'homme des aliments, l'énergie, bois, les vêtements et les matériaux de construction et contribue de même à la satisfaction des besoins culturels, récréatifs et esthétiques de celui-ci. Nous avons suivi l'arbre sert à quoi? Ça protège l'air, ça donne l'oxygène, ça produit les médicaments, ça donne les aliments dans la nourriture, dans d'autres choses. Le mois de décembre est consacré à la plantation des arbres. Les écoles de la RDC ont été invitées à cet exercice. Et on va retourner à la colline inspirée. La faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kinshasa a un nouveau docteur.
Il s'agit de Romain Zimango. Il a obtenu la mention grande distinction après sa défense de la thèse le week-end dernier. La thèse intitulée Église de réveil et lutte symbolique, analyse de processus de destruction et reconstruction des rapports de pouvoir au sein des couples à Kinshasa. Pour en savoir plus, suivez ce reportage signé Yannick Bouyamba, Tapi Lutuno et Emani Tango. Dans ce recherche, le désormais ancien chef de travaux s'est attelé sur le discours religieux exposé par le responsable du ministère du combat spirituel, situé à la 17e rue Lumété. Il ne s'agit pas du rejet du coutume congolaise pour aller dans un autre ordre, mais le ministère du combat spirituel propose un message qui apporte la déconstruction et la construction au sein des couples, et ces messages provoquent le déplacement de luttes réelles vers les nouvelles valeurs. Après délibération du jury à huis clos, Zimango Ngoma Romain a obtenu la grande distinction. Des avantages attachés au cadre académique, obtenus conformément à l'ordonnance loi dont référence ici haut. À la grande satisfaction du promoteur de la thèse qui s'est réjoui également de la relève des enseignants. Étant donné que, à travers les églises de réveil aujourd'hui, particulièrement le ministère du combat spirituel, ce sont ces rapports de pouvoir qui sont l'objet d'enseignement. Étant donné que la femme est considérée comme la personne martyrisée par l'homme dans les couples, nous nous sommes intéressés à ce sujet pour savoir si réellement la femme est toujours dominée par l'homme, si elle ne trouve pas des ressources nécessaires à travers les enseignements, particulièrement les enseignements du ministère du combat spirituel, pour pouvoir renverser le rapport de pouvoir dans les couples. Église de réveil et lutte symbolique, analyse de processus de construction et reconstruction de rapports au pouvoir au sein de couples à Kinshasa. Un tour au marché central et à quelques jours des festivités marquant la fin de l'année, les prix de biens de première nécessité ne cessent de prendre de l'envol, et cela malgré l'appel lancé récemment par le gouverneur André Kimbuta aux opérateurs économiques de baisser les prix. La population quinoise lance un SOS aux opérateurs économiques. Ange Makadi, Jires Chimanga, reportage. Au grand marché de Kinshasa, sur les étalages, tous les produits sont présents. Mais sur les étiquettes, depuis la semaine passée, pas de baisse des prix malgré l'appel de l'autorité urbaine aux opérateurs économiques. Nous achetons les sacs de foufou dans les temps à 45 000 francs. Maintenant, nous achetons à 65 000 francs. Que ferons-nous? Ici, nous vendons à 1 000 francs et les acheteurs marchandent à 7 000 francs ou à 8 000 francs. Nous moulons à 3 000 francs. Ce n'est pas nous qui diminuons les prix au marché. Nous vivons au taux du jour. Là où nous achetons, les prix est exagéré. L'État ne se soucie pas de nous, dit cet homme. À l'approche des fêtes de fin de l'année, face aux recettes maigres des vendeurs et la crise qui touche les consommateurs, il y a de quoi rester perplexe. La situation s'empire du jour au lendemain. Nous vendons par hasard et du matin jusqu'au soir, la recette est maigre. Y a-t-il un fantôme qui viendrait déranger l'économie nationale à chaque fin de l'année? Ou serait seulement la dépréciation de la monnaie locale qui serait responsable de cette situation? Les questions restent posées. En sport, Shark 11 prochain adversaire et peut-être un feu rouge à la zone ouest du championnat national pour le FC Renaissance du Congo. Le rendez-vous est pris pour le vendredi 16 décembre 2016 au Stade des Martyrs, le même amphithéâtre où le Daring Club Motema Pembe a battu le Football Club Renaissance par 3-2. Deuxième défaite pour l'écurie orange et 9e succès pour les Immaculés. Paul Cazozo.
Un match à suspense s'est vécu au stade de Martyr entre le Derrick Lomotin-Pembe et le FC Renaissance du Congo. Match à tension pour raison de rivalité entre deux clubs. Hier, un est uni, aujourd'hui séparé. Un match ponctué de 5 buts, 3 du Derrick Lomotin-Pembe et 2 du FC Renaissance pour la victoire finale des Immaculés. Dering impose le rythme pour l'ouverture du score à la 9e minute. Sur un centre bien précis de Francis Kazadi de gauche à droite, Jean-Marc Makousou Mundele se détend pour une tête imparable dans les perches d'héritier Inké du FC Renaissance. La tête de Ricky Toulengue. Et l'ouverture du score. 1-0 pour Dering à la pause. À la reprise, 2 minutes après le citron, le même Makousou revient à la charge pour son doublé personnel. Pour une fois encore, un centre, celui de Moukoko Amale, et les pieds de Makousou est là pour la suite. Jean-Marc Mundele Makousou. 2-0 pour Dering et Makousou sanctifié par Otis Ngoma pour sa mission bien accomplie. Malgré cette avance, Renaissance ne capitule pas, ne désespère pas non plus. Ainsi, à la 74e minute, sur un centre lointain venu de la droite, Rodrigue Manga Dianzenza place sa tête d'Ilma Maboula du DSMP battu. Et 2-1 pour le Derrick Lomotin-Pembe. Renaissance croit encore en ses chances. Sur cette avance, Dering n'a pas dit son dernier mot. La dernière partition des Immaculés, la 85e minute. Une balle d'une série de combinaisons à une touche atterrit sur Mbidi Mavwanga pour Ricky Toulengue, le destinataire du service. Conclusion de l'action, le 3e et dernier but du Dering Lomotin-Pembe. Il est signé Ricky Toulengue. Ricky Toulengue, les buteurs bien à mal. Les Tupamaros, eux, sont en fête. 3-1 pour Dering et Renaissance ne l'entend pas non plus de cette oreille. Simplement, c'est une mauvaise remise d'un défenseur du Dering, Alfred Fungang, alias Sarkozy, au flair d'un assoiffé de but, récupère la balle et sans aucune peine bat Dilma Maboula. Ça n'est fini. Mauvaise remise de la défense. Dering l'emporte par 3-2. 9 victoires pour Dering, deuxième au classement général pour la cote des 31 points, soit 2 de moins que 20 clubs, les leaders. Deuxième défaite d'affilée pour le FC Renaissance du Congo avec 26 points à la même hauteur que le Racing Club de Kinshasa. Le RCK, lui, bénéficie de matchs en plus par rapport au FC Renaissance du Congo. Hors de nos frontières, Antonio Guterres, le nouveau secrétaire général de l'ONU, prêté serment ce lundi devant les membres des 193 États membres des Nations Unies. C'était un moment important avant sa prise de fonction le 1er janvier prochain. Il deviendra le 9e secrétaire général de l'ONU. Son prédécesseur Ban Ki-moon achève un deuxième mandat de 5 ans à la tête de l'organisation sur un bilan très mitigé, un constat d'impuissance notamment face à la crise syrienne. Les attentats sont énormes à l'arrivée de l'ancien Premier ministre portugais Guterres. La question est de savoir s'il faut faire plus pour l'ONU ou pour la paix dans le monde que ses prédécesseurs. Le cœur de la machine onusienne, sa capacité à maintenir ou à rétablir la paix et la sécurité semble mise à mal depuis des années par le blocage du Conseil de sécurité de l'ONU. La marge de manœuvre du secrétaire général est étroite face aux 5 membres permanents dotés du droit de veto. Et mesdames, messieurs, nous allons à présent lire la presse. Les journaux parus ce lundi sont focalisés sur la déclaration du rassemblement. Ils ont été sélectionnés par Tapilou Tounou et commentés par Amen Dimouani. Revue de presse. Ouvrons cette revue de presse par cet appel à la vigilance d'Étienne Tshisekedi. En effet, explique le potentiel, les conseils des sages du rassemblement appellent le peuple congolais à demeurer vigilant pour la cause nationale, à savoir la défense de la Constitution, les respects des droits de l'homme et les principes de l'alternance politique. À cette même occasion, ajoute Géopolis Hebdo, Étienne Tshisekedi a salué le début de négociations directes entre la majorité présidentielle et l'opposition. Après 48 heures de suspension, les débats se poursuivent ce mardi. Selon la tempête de tropique, ces travaux avaient été suspendus pour 2 jours
pour permettre aux évêques catholiques qui offrent leurs bons offices de se rendre dans la province d'Équateur pour assister à la passation canonique de Monseigneur Fridolin Ambongo, nommé récemment archevêque de Mbandaka Bikoro par le pape François. Fin du mandat de Joseph Kabila, une constitutionnaliste en France conforte les arrêts de la Haute Cour. Selon les professeurs de droit constitutionnel cité par le Forum des As, l'alinéa 2 de l'article 70 de la Constitution congolaise est plus pratique. Faisant allusion à l'article 75 de la même Constitution, le professeur a par ailleurs souligné que cette disposition règle une situation qui n'est pas à comparer avec celle visée par les seconds alinéas de l'article 70. L'article 75 vise une vacance de pouvoir due à l'impossibilité du président de la République en fonction de continuer à assumer son mandat pour des raisons majeures. Or, en RDC, expliquent ces professeurs de droit, les présidents en fonction ne se trouvent pas dans cette situation bien différente où ces présidents ne peuvent pas être remplacés par un autre élu, étant donné que les élections pour désigner celui-ci n'ont pas eu lieu dans les délais constitutionnels. L'actualité, c'est aussi cet incroyable cambriolage à la primature. À en croire Africa News, des fonds publics ont été volés dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Selon les sources proches du conseiller financier, des centaines de milliers de dollars auraient été dérobés d'après le rapport établi par les services de Matata Pognon. Mais l'inventaire défini des sommes volées n'est pas encore connu. Congo Nouveau revient sur l'affaire d'espionnage des autorités congolaises et pointe du doigt l'RPTC et Orange. En effet, le journal fait savoir que selon certains experts, ces travaux d'espionnage auraient été facilités par les vice-présidents de l'autorité de régulation de Postes et Télécommunications du Congo. Les sources du tabloïd citent également l'ex-patron d'Orange RDC, le Belge Jean-Léon Boncher. Les deux sont impliqués dans les projets d'identification biométrique électronique des abonnés des entreprises locales des télécommunications afin de constituer une base de données numérique et biométrique qui échapperait à tout contrôle de l'État congolais, conclut les trios hebdomadaires. Ça sera tout pour cette revue de presse. Merci Amen Dimoni pour cette revue et merci également à Tapi qui l'a rédigée. À suivre ce soir sur Numérica Télévision, 21h, Noticias, Rachel Kitsita reçoit Mokonda Bonza et Dixon Yala sera aussi au rendez-vous à partir de 20h dans Sporting Club Numérica. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition du journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Au revoir et à demain 19h.